Bon, ben, bien de bonjour. Fait que, vidéo sur les moteurs monophasés. Fait que là-dedans, je vais jaser de les moteurs monophasés, qu'est-ce que c'est. On va aborder des notions de rendement, comment ça tourne, puis les notions de vitesse. Je commence ça par un moteur monophasé. Qu'est-ce que c'est? C'est un moteur qui transforme de l'énergie qu'il reçoit de façon électrique. Il la transforme en façon mécanique, donc il produit des HP. Les moteurs, dans le fond, dépendamment des types d'environnement, vous allez choisir le case, le bâti. Des fois, sur la plaque, ils appellent ça le ENCL, l'enclosure. Ça va dépendre finalement si vous êtes dans un environnement sec. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre des moteurs Drip Proof DP ou Open. Ces moteurs-là, dans le fond, quand il y a un ventilateur qui est monté à l'arrière, puis le ventilateur fait passer l'air directement au travers du moteur. Fait que c'est pour les environnements secs, c'est pas recommandé où est-ce qu'il y a beaucoup de poussière ou des mouches là, qui pourraient aller se promener dedans. C'est pas ça le plan de match. Fait deuxième environnement, les environnements humides ou extérieurs, donc des moteurs TEFC, Totally Enclosed Fan Cooled, pour refroidir avec un ventilateur finalement. Là, ce qu'il y a à comprendre, c'est que le moteur en tant que tel il est là, il y a un autre recouvrement par-dessus. Ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que le ventilateur va tourner, il va faire passer l'air entre le case puis un autre case de protection, un deuxième bâti. Fait que c'est comme ça qu'il va réussir à évacuer sa chaleur. Celui-là réussit très bien à l'évacuer. Celui-là, il va devenir plus chaud parce qu'il l'évacue moins bien. Troisième moteur pour les environnements extrêmes. Ben là, vous pouvez avoir des moteurs blindés ou TENV, Totally Enclosed, non ventilé. Ben, en tout cas, moteur fermé, non ventilé. Les autres, ils n'ont même pas de ventilateur seulement, fait que la chaleur sort seulement par le bâti du moteur. Fait que c'est pour ça qu'ils vont souvent mettre des ailettes sur le moteur. Ce qui m'amène à mon deuxième point, notion de rendement. En tant que tel, un moteur, ça prend de l'énergie électrique. Là, si c'est un moteur monophasé, votre P-in est en watts, fait que c'est V fois I fois le facteur de puissance. Faut pas oublier ça. Pour pouvoir avoir une puissance de sortie, un P-out, qui va fournir finalement 746 watts par HP. Chose de base, il va falloir toujours rentrer plus d'énergie que ce qui va en sortir parce qu'entre les deux, ben, vous avez des pertes. Les pertes peuvent être de sorte électrique, mécanique ou magnétique. Perte électrique, c'est la résistance des fils. On ne peut pas faire grand-chose contre ça. Mécanique, ça vient des frottements, de l'air, des bearings et des balais. Si vous avez des balais, mais les moteurs monophasés en général n'ont pas de balais. Après ça, ben, les autres pertes, des pertes magnétiques viennent de l'hystérésis, qui est le changement des polarités magnétiques dans le moteur, et les courants de Foucault, qui sont des pertes dans le fer, parce que, dans le fond, vous avez des champs magnétiques et il y a de l'énergie qui se perd là-dedans. C'est pour ça que de la façon que le moteur est fait, ben, le rotor, qui est en fait une cage d'écureuil, ce qui est une espèce d'agencement en métal court-circuité de partout, ben, ils vont ajouter des feuilles de métal laminées pour éviter finalement les pertes par courant de Foucault pour rendre les pertes plus acceptables. Après ça, comment ça tourne? Bon, ben, ce qu'il y a à comprendre là-dedans, c'est que le moteur, quand on l'alimente, on le branche d'une certaine façon. Fait que on a notre alimentation soit à 120, soit à 240. À 240 volts, le branchement est en série. Les bobines sont en série, donc se partagent la tension, 120 volts chacune, 120 volts chacune. Et finalement, j'ai mon enroulement de démarrage qui est placé là. En basse tension, ben là, mes bobines sont en parallèle, T1, T2, T3, T4 en parallèle, ce qui fait que tout le monde a 120 volts. Mais point de vue du courant, ça devient le double. L'enroulement de démarrage se branche comme ça à côté. J'ai mis mes couleurs pour mes fils. T1 qui est bleu, T2 qui est blanc, T3 orange, T4 qui est jaune, T5 qui est rouge et T8 qui est noir. Ce qui se passe là-dedans, c'est que je vais alimenter mes bobines de marche pour créer un déphasage parce que c'est inductif. Ben, je vais m'arranger pour que mon enroulement de démarrage soit déphasé par rapport à l'environnement de marche pour pouvoir avoir des sinus finalement qui vont être déphasés de l'enroulement de marche par rapport à l'enroulement de démarrage. Pour faire le déphasage, ben, c'est mieux d'ajouter un condensateur. Ça augmente le torque au démarrage seulement. Fait que le rôle du condensateur, c'est d'augmenter le torque. Après ça, vous avez un autre ami là-dessus sur l'enroulement de démarrage, l'interrupteur centrifuge. L'interrupteur centrifuge, son travail, c'est d'opérer, c'est d'ouvrir finalement. Quand le moteur va se mettre à tourner à une vitesse suffisamment grande,
jusqu'à 80% de la vitesse à peu près, pour désalimenter l'enroulement de démarrage. Parce que l'enroulement de démarrage, il n'est pas fait pour être là tout le temps, il est fait avec du petit fil, donc il y a une résistance plus élevée. Il n'est pas fait pour être là longtemps, c'est pour ça que un interrupteur centrifuge, il va falloir qu'il le désalimente. Rappelle que le but, c'est de créer un déphasage entre mes deux courants. Ce qui va se passer là-dedans, c'est que mes enroulements de marche vont créer un champ magnétique et mon enroulement de démarrage va créer lui aussi un champ magnétique déphasé par de la façon qu'il est placé, puis aussi déphasé par rapport à ses ondes. Puis ça, ben, ça va me créer un champ qui est tournant entre guillemets, parce qu'en fait, on dit qu'il est pulsatif. Mais l'idée, c'est de faire un champ magnétique qui change de polarité, donc qui va exciter le rotor. Dans le fond, on est dans pourquoi ça tourne. En tant que tel, si j'ai mon champ magnétique qui est comme ça veut dire que mon rotor, par principe d'induction, agit un peu comme un transformateur. J'ai mon primaire qui est là, j'ai mon rotor qui est ici. La puissance est transmise du stator vers le rotor par induction. C'est pour ça qu'on appelle ça un moteur à induction. C'est parce qu'il n'y a pas de lien entre le rotor et le stator. Je transmets mon énergie selon le principe 4 par le principe d'induction. Je vous parle des principes parce que normalement, on les a vus dans le cours. Ça, c'est le principe 4. Une fois que je réussis à transmettre de l'énergie sur mon rotor, étant donné que c'est une cage d'écureuil, ben, il apparaît une tension. Vu qu'il est court-circuité, il apparaît un courant et il apparaît donc une puissance. Il faut se rappeler que s'il apparaît un courant dans mon rotor, mon principe 3 embarque. Principe 3 qui dit qu'un conducteur qui porte un courant et qui baigne dans un champ magnétique va se voir attribuer une force. Ben, dans le fond, j'ai mon conducteur qui baigne dans un champ magnétique, donc il va avoir tendance à vouloir se déplacer. Qu'est-ce qui va être ses facteurs de déplacement? Ben, champ magnétique. Plus qu'il va y avoir de champ magnétique, plus qu'il va avoir de force de déplacement. Plus qu'il va y avoir de courant, plus que notre frein, notre puissance va être grande. Et le nombre de conducteurs qu'on va exciter avec notre qui va porter du courant, plus qu'il va y avoir de conducteurs, plus qu'il va y avoir de déplacement. Tout ça pour dire que si on veut du torque dans un moteur, ça va prendre du champ magnétique et du courant. Après ça, notion de vitesse. On vient de voir que finalement, ça tourne à cause des champs magnétiques, principe des champs magnétiques qui échangent de polarité, mais ces champs magnétiques-là viennent d'une fréquence. Ben, vous savez qu'au Québec, on est sur du 60 Hz, donc ça veut dire que ce cycle-là se répète 60 fois par seconde. Ce qui fait que pour déterminer la vitesse de notre champ magnétique, on utilise la formule 120 fois F divisé par P, la vitesse du champ tournant, la vitesse du champ magnétique, la vitesse synchrone en fait, est égale à 120 fois la fréquence divisé par le nombre de pôles. Ben, dans ce cas-là, dans ce moteur-là, j'ai présentement deux pôles de marche, donc on dit que c'est un moteur à deux pôles. Ce qui ferait donc que si je voulais calculer ma vitesse, je ferais 120 fois 60 Hz divisé par deux pôles, ça me donnerait 3600 RPM, donc 3600 fois par minute que mon champ magnétique fait ça comme ça. Ça va amener mon moteur à avoir une certaine vitesse. Sa vitesse va être quand même fixe parce que la vitesse dépend de la fréquence. La fréquence est fixe. Ça, c'est la vitesse du champ magnétique, mais le rotor va tourner légèrement moins vite que le champ magnétique parce que s'il tournait exactement à la même vitesse que le champ magnétique, il subirait plus de coupures de champ magnétique et il apparaîtrait pas de tension à cause du principe 2. J'ai besoin, dans le fond, que le rotor subisse le champ magnétique et qu'il apparaisse une certaine tension pour qu'il y ait un certain courant. Si j'ai pas de tension, j'ai plus de courant. Fait que bref, tout ça pour dire que le moteur va se mettre à tourner à une certaine vitesse. Si mon champ magnétique est à 3600 RPM, moins ma vitesse du rotor, disons 3590, ben, je fais 3600 divisé par 3590 divisé par 3600 fois 100. Ça va me donner un glissement qui est habituellement très faible, autour de 1 à 2%. C'est pour ça qu'on dit que c'est des moteurs à vitesse fixe.